Buonasera tifosi, aujourd'hui on va démarrer un nouveau format et je suis vraiment content de vous amener ce contenu pour vous sur YouTube. D'ailleurs, suivez-moi, abonnez-vous à la chaîne, like, commentaire, vous savez, ça fait grandir grâce à vous. Et aujourd'hui on va parler de All or Nothing, la première saison sur la Juventus. J'ai regardé le premier épisode et je vais vous apporter, disons, mon impression dessus. On va faire ça en deux parties. Première partie assez générique où je vais parler de ce que l'on voit de façon générale dans l'épisode, mon propre ressenti peut-être à un moment ou à un autre. Et ensuite, on mettra une partie avec spoiler, c'est-à-dire je vais carrément vous dire les dialogues qu'il y a eu, qui a dit quoi à qui, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans l'épisode, et pourquoi on va diviser comme ça en deux, ben, simplement pour ne pas spoiler ceux qui ne veulent pas être spoilés, qui veulent la regarder en fait. Aujourd'hui, je me suis fait moi-même spoiler sur un contenu, j'ai eu le malheur de cliquer sur un titre clickbait, c'est-à-dire enfin un titre qui t'annonce quelque chose de mirabolant, tu cliques dessus et dedans il y a un contenu assez creux, mais je me suis fait un peu piéger et dedans il y avait malheureusement une phrase qui avait été dite et que j'aurais préféré découvrir en live. Bref, donc on va éviter de faire ça. Ce contenu donc s'adresse aux personnes qui veulent avoir une overview, disons, de l'épisode sans pour autant se faire spoiler, mais aussi aux personnes, soit qui n'ont pas Amazon Prime et qui veulent découvrir la série et qui ne veulent pas être spoilés, bien entendu, mais aussi à ces gens qui l'ont déjà regardé et qui veulent un espace pour juste en parler. Et donc aujourd'hui, on va traiter le premier épisode. Et donc, ce premier épisode, en fait, sert à poser les bases, comme dans toute bonne série. Vous vous souvenez Walking Dead, vous vous souvenez toute autre série avec un scénario. Game of Thrones, il a pris même 3 épisodes pour poser les bases. C'est un monde tellement vaste. Et bien, All or Nothing, c'est pareil, nous pose le contexte pour les gens qui ne seraient pas acculturés au monde de la Juventus. Nous, on connaît très bien Chiellini, Paratici, Agnelli, on sait qui sont ces gens-là, Pirlo et même Baroni et tout, on les connaît, mais la série doit forcément s'appuyer sur un public plus vaste. Donc on nous présente en nous disant qui est le personnage et qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, le fait qu'il Paratici, son métier, c'est d'aller chasser les futurs joueurs et de construire l'équipe, en fait, d'un point de vue vraiment technique, plus un peu plus qu'économique, parce que maintenant ça a changé avec Arriva Ben et vous savez qu'il y a une répartition un peu différente des différents rôles. Et donc il y a des dialogues entre personnes, entre deux joueurs ou entre le joueur et l'entraîneur et les joueurs, la dirigeance qui parle entre elles, ou la dirigeance qui fait des réunions pour dire, tiens, ça serait intéressant si je me prenais tel joueur ou tel joueur. Il y a plus des interviews en mode, vous savez, Secret Story, en gros, je vous raconte ma life, où les joueurs disent ce qu'ils pensent de la Juventus à ce moment précis de la saison. Donc voilà, c'est assez bien construit, c'est bien, assez bien ficelé, ça raconte l'histoire en posant les bases et après en commençant du mercato aux premiers entraînements jusqu'à en arriver au premier match de la saison et ça, le premier épisode, ça s'arrête juste après. Il nous filme aussi des tifosi qui donnent leur avis, soit dans des bars pendant qu'ils regardent le match, dans l'avant-match, pendant qu'ils le regardent juste après le match, mais aussi de façon totalement décontextualisée dans une gare, quelqu'un qui a un avis sur le moment actuel de la Juventus. Et c'est intéressant aussi voir quel était l'état d'esprit des gens dans un moment particulier de la saison, les espérances que l'on avait dessus, les choses que les gens disaient. Et vous verrez, il y a une petite cerise sur le gâteau dans la partie avec spoiler de la vidéo. Et donc, on voit bien que l'équipe de tournage, en fait, a fait beaucoup de travail en filmant beaucoup de choses. Les entraînements, les conférences de presse, les réunions entre les membres du staff, en fait, aussi les tifosi, et aussi pendant le match, les actions de jeu et la réaction des gens
sur le banc ou alors dans le box de la dirigeance, en live, voir comment ils ont vécu le match. Mais aussi, vraiment en contemporain, ils ont filmé des tifosi dans les bars, parce qu'on était en post-Covid, il n'y avait que 1000 tifosi par exemple supporters pour le premier match, et donc ils les ont filmés en train de regarder le match pour voir leur réaction. Donc je trouve que c'est assez bien fait, ça raconte vraiment une histoire et de plusieurs angles de vue à la fois. Et donc attention, à partir de là, on va commencer la partie avec spoiler. Je vous dis exactement les scènes qu'il y a eu en fait, et je vais vous donner aussi quelques-unes de mes réflexions par-dessus. Donc on va partir, comme je disais, avec les scènes du début où il te pose les bases, il te présente les différentes parties prenantes à l'aventure Juventus pour l'année. Donc le fait que Sarri a été licencié à cause, ils nous disent clairement, de la défaite en Champions League. Donc vraiment, ils ont l'air de mettre l'accent sur ça, c'était la cause de son licenciement. La mauvaise expérience en Champions League. Souvenons-nous, Sarri a quand même gagné le championnat avec la Juventus. Et donc, voilà, on nous pose le contexte avec les différentes personnes, Paratici, Agnelli, Chiellini, Buffon, Buffon était encore là la saison dernière. Et la première belle scène que j'ai trouvée, c'était le speech du début de saison d'Agnelli. Et là, il y a des mots qui ont été utilisés qui sont des mots forts. Agnelli démarre son speech par « On a vécu une saison de merde ». Vraiment, mot par mot. Ça veut tout dire en fait. Ça veut dire que Agnelli considère qu'il a une saison où on a quand même gagné des trophées et le championnat, notamment notre 9e championnat d'affilée, a été une année de merde. Alors, est-ce que c'est un discours motivationnel ou est-ce que c'est un discours pour vraiment marquer les esprits en train de dire on doit faire mieux que ça, ce qui est quand même la base de tout raisonnement de la Juventus. On dit souvent, c'est pas le motto de la Juventus qui est Live Ahead, mais une des phrases les plus fameuses dans le monde Juventus, c'est une phrase du président Boniperti qui dit gagner, c'est pas important, c'est la seule chose qui compte. Donc, est-ce qu'il est en train de transmettre ça aux nouveaux joueurs? Et en même temps, on peut rattacher cette phrase, ça a été une saison de merde, par la phrase suivante. Agnelli nous dit, certains, même dans cette pièce, et là, il a avec soi le staff technique, il a les joueurs et tout le monde, la dirigeance, même dans cette pièce, certains n'ont pas donné le 100%. Et donc, on dirait vraiment qu'il essaie de les motiver et surtout de faire en sorte qu'il ne se passe pas la même chose dès l'année dernière. Et c'est-à-dire, hypothèse assez répandue dans l'univers Juventus, qu'à un certain moment, l'équipe a abandonné Maurizio Sarri et ses convictions. Et ça, il y a même une interview d'il y a quelques jours de Gianluigi Buffon qui nous dit clairement il y a eu des frictions, clairement. Environ un mois après l'arrivée de Sarri, il y a eu déjà des frictions vraiment idéologiques avec certains. Bien entendu, on ne connaît pas les noms prénoms, mais l'on peut imaginer que ça a été, par exemple, les sénateurs, je pense à Chiellini et Bonucci, qui sont habitués à tout autre type de jeu par rapport au jeu de possession et de domination et de spectacle qui peut offrir Maurizio Sarri. Mais moi, je pense aussi à Cristiano Ronaldo, parce que souvenez-vous de Maurizio Sarri qui, dès qu'il a été embauché, il va sur le yacht personnel de Cristiano Ronaldo pour lui demander d'être son avant-centre, non pas son ailier comme il avait l'habitude de faire, mais de changer de rôle et de faire avant-centre. Chose que bien entendu Cristiano Ronaldo refusera, alors qu'aujourd'hui il se met à complète disposition du Manchester United pour faire quoi? Exactement avant-centre. Il faut qu'un jour on m'explique pourquoi chez nous non et chez les autres oui, mais bon, on n'est pas là pour faire de la polémique. Maintenant, Agnelli dit une chose très importante. Il responsabilise les joueurs en disant « Nous faisons 100% confiance à Pirlo et à son projet. J'attends la même chose de vous.
vraiment, il dit, c'est Pirlo qui a la barre en main, c'est lui qui est le commandant de notre bateau. Vous devez le suivre parce que je lui donne le témoin du pouvoir, le bâton du pouvoir, je lui donne. C'est lui que vous devez suivre. Et il dit aussi, maintenant, soyez assurés que ceux qui vous embêtent, ils vont d'abord passer sur mon corps. Et là, c'est quand même bizarre qu'il dise ça parce que la Juventus ne réagit jamais à la presse ou les on-dit sur un joueur, ça ne réagit jamais. Donc, est-ce qu'il y a tout un travail derrière la scène que nous, on ne voit pas? Et c'est pour ça que Pirlo dit, je vais vous protéger, en gros. Par contre, il leur dit, mais non, la balle est dans votre camp. C'est à vous de mériter votre place ici. On voit aussi que la société prépare Andrea Pirlo à sa première conférence de presse. C'est notamment le bureau presse, la direction de la communication de la Juventus qui coach carrément Pirlo en lui disant ben, il faut t'attendre à telle question, parce que tu es quand même nouveau entraîneur, tu n'as jamais entraîné, donc sûrement qu'ils vont te poser des questions dessus. Aussi de la promiscuité que tu peux avoir avec tes anciens camarades. Promiscuité, est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est pas sexuel? Je sais pas. Mais dans tous les cas, vraiment l'affection qui peut te lier à tes anciens camarades et qui peut être un frein dans le rôle d'entraîneur, d'être trop proche de ses anciens coéquipiers. Et donc, il lui dit ces phrases-là. Et là, Pirlo carrément les casse en leur disant par contre, vous avez tort, je suis pas le plus jeune entraîneur de la Serie A parce que De Zerbi a mon âge et lui, il entraîne déjà depuis plusieurs années. Et il leur dit vous n'avez pas fait vos devoirs avec le sourire. Et ça me fait vraiment marrer parce que d'un côté, ça démontre vraiment son assurance et aussi le fait qu'il n'a pas peur d'être un entraîneur à sa première expérience dans un aussi grand club. Parce que oui, De Zerbi peut très bien être de son année. Par contre, il a une expérience considérable en amont dans des petits clubs. Comme on dit en italien, il a bâti ses os. En fait, il a constitué ses os, il s'est solidifié d'abord dans des petites équipes. En tout cas, la conférence de presse se passe bien. Et juste après, Pirlo débrief avec les équipes de com et il dit une chose qui pour moi est juste monumentale. Il dit au moins je ne me suis pas mis les mains dans les nez. Et ça les gars, c'est une référence, j'en suis persuadé, à Maurizio Sarri. Parce que Sarri était beaucoup connu pour avoir une gestuelle un peu nerveuse pendant qu'il parlait à la caméra. Et on le voyait souvent se gratter le nez, comme ça, jamais les doigts dans le nez, bien entendu, surtout devant les caméras. Alors que, bon, il y a quelques matchs, on l'a repris en train de se souffler le nez et de carrément avoir de la morve dessus, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, jamais devant les caméras en conférence de presse, il se grattait juste le nez, comme ça. Il était très nerveux, il avait des gestes comme ça. Et c'est vrai qu'on avait l'imaginaire commun d'un Sarri qui se met les doigts dans le nez. Dans la presse, on le décrivait souvent comme ça. Et là, carrément, quand Pirlo te sort ça, et il sait très bien qu'il est filmé par les équipes Amazon, là, c'est carrément, c'est pas une pique vers l'aigle, c'est carrément, il est en train de lui balancer un bélier sur la gueule. Après, on voit les entraînements. Il y a une voix off, je ne sais pas qui c'est, peut-être Baronio ou Tudor, qui dit les joueurs se plaignent parce qu'ils sont fatigués. Et Pirlo dit avec un gros mot, mais ils se plaignent de quoi? S'ils savaient comme Conte nous tuer pendant les entraînements, ils ne seraient pas en train de se plaindre. Et là, on voit aussi que Pirlo va avoir un rôle un peu managérial quand même envers les joueurs. Il ne va pas laisser faire la société le sale boulot. Il va carrément dire à certains joueurs comme Piaga et Pellegrini qu'il est mieux pour eux. Et regardez comment il tourne la chose. C'est pas que la Juventus veut se débarrasser de Piaga et Chiellini, mais il tourne ça dans le sens, regardez, ici vous jouez pas beaucoup, il est mieux pour vous et pour votre carrière que vous ayez allié dans d'autres équipes pour mettre des minutes sur les jambes,
pour pouvoir jouer et avoir des chances d'être convoqué dans vos nationales, de faire des buts, de faire des bonnes prestations, de vous faire connaître. Donc vraiment, on voit là qu'il a la tête des joueurs. Il réfléchit comme un joueur. Donc il sait que pour les convaincre à partir paisiblement, un prêt, non même pas en session définitive, il doit leur faire voir leur intérêt. Et ça, c'est un super pouvoir dans la négociation. Moi, je fais un métier où il m'arrive de négocier beaucoup. Souvenez-vous, quand vous voulez convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui vous arrange, vous, il faut lui faire voir qu'est-ce qu'il arrange, lui, dans ce que vous lui proposez. Petit conseil. Ensuite, la dirigeance parle d'un attaquant parce il faut vraiment acquérir un attaquant. Il y a des nouveaux arrivants comme Kulusevski qui est McKennie. D'ailleurs, on voit l'arrivée de McKennie accueilli par le capitaine Chiellini et la dirigeance. Il mange avec Chiellini et il y a une scène très sympa où il parle de la bouffe italienne et McKennie lui parle d'une sauce Tex-Mex, des choses un peu bizarres américaines. Et Chiellini, il est très ben non, nous on met juste de l'huile et c'est fantastique. Est-ce que tu aimes le café? Demande à McKennie. Et McKennie carrément fait une blague, il dit je bois un expresso, je me chie dessus. Ça fait marrer Demiral qui était à côté en train de se tapoter sur son téléphone. Donc voilà, on voit qu'il y a une bonne ambiance, tu vois. C'est le capitaine qui accueille les nouveaux arrivants et ça fait plaisir de voir ça. Il y a aussi Kulusevski qui est un nouveau arrivant et on voit une très belle scène où il se confie comme un enfant peureux chez Pirlo en lui disant « Est-ce que toi aussi t'avais peur à mon âge ?» Vraiment, c'est une belle scène, quoi. Et Pirlo lui dit oui, bien entendu, on a peur quand on débute dans un grand club, mais il faut que tu crois en ta puissance physique et que tu fasses grandir ton mental. D'ailleurs, il y a une scène tout au début que j'ai oublié de vous dire quand c'est Buffon qui parle et qui dit moi je commence à être âgé et à un certain moment, oui, le physique est important, mais surtout le mental qui compte. Et dans la même scène, comme ça c'est fait, je vous l'ai dit, il parle aussi de sa relation antécédente avec Pirlo en tant que coéquipier et que c'est très important au contraire de lui apporter leur soutien en tant qu'ancien équipé parce qu'ils se connaissent, ils ont une bonne relation et que les sénateurs, en gros, ils n'ont aucun intérêt à qu'il échoue, parce que tout échec de Pirlo serait aussi un échec pour lui, Gianluigi Buffon. Et dans la scène d'après, Bonucci, il est en train de se couper les cheveux et il papote, et il dit, ben nous, quand on est arrivé dans le club, moi j'ai eu Marchisio, Del Piero, tous ces grands joueurs qui m'ont appris qu'est-ce que c'est d'être à la Juventus, et quand je m'entraînais un peu avec un peu de laxitude, que oh, aujourd'hui j'ai pas envie de m'entraîner et tout, il y avait toujours quelqu'un à la fin de l'entraînement qui venait te tirer les oreilles et dire t'as pas été sérieux aujourd'hui, demain il faut que tu donnes 120%, il faut que tu donnes encore plus. Et il dit maintenant, nous en tant que sénateurs, il parle de Buffon, Chiellini et tout ça, c'est notre rôle de transmettre à nouveau cet héritage de la Juventus, le dur travail. Il y a aussi quelques scènes, bien entendu, avec CR7 qui s'entraîne et la dirigeance qui papote à côté en train de dire c'est un monstre, il est toujours bien coordonné quand il attrape le ballon, il s'entraîne beaucoup sur les tirs, donc vraiment on voit qu'il admire ce joueur qu'ils ont réussi à faire signer pour leur club, et c'est vrai que c'est vraiment un phénomène, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, même si je vous ai dit dans d'autres vidéos, et je suis encore du même avis, il a vraiment eu un comportement de salaud contre la Juventus à partir au dernier jour du mercato. Non pas à partir, il est libre de faire ce qu'il veut pour sa carrière, même si aujourd'hui avec Manchester United, ça se passe pas très bien pour lui, donc peut-être qu'il aurait même fait mieux rester à la Juventus. Bref, mais dans tous les cas, partir quand toute une équipe s'est entraînée en pensant d'avoir dans l'équipe, Allegri a fait les tactiques en pensant d'avoir Cristiano Ronaldo, partir deux jours avant le deuxième match de championnat, je suis désolé, c'est quand même un sale coup. Et on en arrive au premier match de championnat. Et là, il y a déjà un hint que la presse donne avec une voix off en disant, ben là, c'est la rencontre entre Ranieri qui fête sa 400e présence comme entraîneur en Serie A, 400, et Andrea Pirlo, qui a 0 présence en Serie A. Donc voilà, c'est un beau parallélisme. À l'époque, bien entendu, j'ai dû l'entendre. Si j'avais déjà fait des vidéos à l'époque, je vous l'aurais apporté comme
comme statistique importante. Vous savez, j'aime bien toutes ces statistiques un peu qui sortent de l'ordinaire et j'essaie de vous les apporter ici ou sur Facebook ou Twitter. Mais voilà, il nous dit, c'est clairement dit, et c'est vrai que c'est un beau parallélisme. Donc, comme on n'a encore pas eu d'attaquant, c'est Kulusevski qui va jouer avec CR7. Et c'est lui qui débute, qui démarre les scores. Donc, premier match avec la Juventus, il fait le premier but. Donc, ça commence très bien pour Kulusevski. Quand on le voit aujourd'hui, voilà, il y a du chemin entre les deux, hein. Ensuite, c'est Weston McKennie qui se met en valeur en frappant un ballon qui arrive sur la surface de réparation après un corner. Et le gardien, il va dévier ce ballon qui va aller sur Bonucci pour le 2-0. Donc c'est Bonucci qui marque le deuxième but, mais avec quand même l'aide de Weston McKennie. Et bien entendu, c'est qui clôture le score? C'est Cristiano Ronaldo avec un très beau tir croisé qui laisse le gardien de marbre. Et là, tu as une scène d'un tifoso dans un bar qui dit: on voit une Juventus différente, très motivée, très enragée, on voit la motivation, on voit qu'ils en ont envie d'en découdre, qu'ils ont faim. Et quand, rétrospectivement, on sait comment la saison s'est terminée, ça fait juste rire. Parce que oui, ce match, je me souviens, mon ressenti à l'époque, c'était « Waouh, on commence bien, 3 beaux buts à la Sampdoria, la saison commence bien. » Premier match de Pirlo, il gagne, tranquille, easy, avec un entraîneur expérimenté comme Ranieri quand même. Voilà, on était tranquille à l'époque. Après, c'est après que ça s'est gâté. Donc dans la scène d'après, la dirigeance parle encore du fait qu'il faut acquérir à tout prix un attaquant, et c'est Alvaro Morata qui arrive. D'ailleurs, vous vous souvenez, à l'époque, on avait d'autres candidats. On parlait de Dzeko, on parlait beaucoup de Suarez. Vous vous souvenez la polémique qu'il y a eu par rapport au fait que la Juventus aurait payé pour l'université de Perugia pour accélérer le processus d'examen de Suarez pour lui faire avoir au plus vite la nationalité italienne. Il y a eu tout ce contexte, et bien entendu, quand il y a quelque chose qui peut tacher de merde la Juventus, les médias l'amplifient x10, à la fin, rien du tout, il n'y a rien eu. D'ailleurs, la Juventus a même abandonné la piste Alvaro Morata parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait pas, il n'y avait pas les temps pour qu'il obtienne sa nationalité et qu'on l'inscrive dans notre confédération italienne avec donc la nationalité italienne. Bref, c'est petit aparté parce que j'ai jamais fait des vidéos sur le sujet, je ne faisais pas des vidéos encore à l'époque. Bref, en tout cas, c'est Alvarito Morata qui arrive, on voit son arrivée, il est content de revenir, et il y a une très belle scène de l'accueil d'Agnelli qui accueille Alvaro Morata, avec un parfait espagnol. Il m'a étonné combien il parle bien espagnol, Agnelli. Ils ont dû beaucoup papoter avec Pérez pour mettre en place la Superlega. Bref, et Agnelli lui dit: t'as vu, ici tout a changé. Et Morata rétorque en italien: oui, et en plus, maintenant, on a ce qu'il manquait pour être les meilleurs. Est-ce que là, Morata ne ferait pas référence avec Cristiano Ronaldo? Parce que le storytelling très diffus dans l'ambiance juventine, c'est que après la finale perdue contre le Real Madrid, Ronaldo et la Juventus se sont dit tous les deux la même chose, c'est-à-dire la Juventus est une équipe solide, il lui manque qu'une chose pour gagner la Champions League, c'est Ronaldo. Et c'est pour ça que le mariage Juventus-Ronaldo s'est fait, parce que tous les deux se sont dit la même chose. Juventus plus Ronaldo égale Champions League. Et donc là, on fait voir que Morata clairement embrasse cette réalité et est convaincu que la Juventus, et je vous rappelle que c'est plus la Juventus de la finale contre le Real Madrid, elle a déjà beaucoup changé cette Juventus. C'est plus Matuidi, Pjanic, Khedira. C'est déjà Rabiot, Betancourt, voilà, c'est cette Juventus-là, hein. D'ailleurs, là, il y a Pratic qui nous raconte un peu sa méthode. Il nous dit clairement, c'est très fluide le marché, il faut toujours avoir un plan A, B, C, même jusqu'au M. Donc là, ça confirme l'impression que beaucoup avaient que Paratici travaillait toujours
sur plusieurs pistes en même temps. Bon, à la fin, comme dans toute bonne série, il y a un petit teaser pour la fin, un cliffhanger pour la fin. On nous fait voir les scènes des matchs suivants. On nous fait voir Chiesa avec le maillot de la Juventus. Donc, je vais vous faire bientôt une vidéo sur le deuxième épisode et je vais vous la mettre en ligne quand il y aura un trou dans mon planning. En fait, je pense que je vais enregistrer toutes les vidéos peut-être même aujourd'hui ou demain entre ces jours-là et après j'essayerai d'interspacer mes vidéos sur l'actualité quand j'ai un jour où je fais pas des vidéos, soit parce qu'il n'y a pas d'actualité, soit parce que j'ai pas le temps, parce qu'en ce moment j'ai un nouveau poste et je suis 100% focus là-dessus. Donc, j'essaierai de vous mettre un de ces épisodes qui vous raconte all or nothing. Tout ou rien, mes amis. C'est tout ou rien. Moi, je vous remercie toujours de votre écoute. On en est à 25 minutes d'enregistrement. Je pense que j'ai jamais fait une vidéo si longue, même quand je parlais du scandale de Naples. D'ailleurs, je vous le mets là, ici, dans les fiches. Je vous mets mes anciennes vidéos parce qu'aujourd'hui, vous êtes 70. Hein. C'est plus comme au début. Hein. Au début, quand j'ai fait cette vidéo, vous étiez peut-être 15. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Napoli-Juventus? Pourquoi ils ne sont pas venus à Turin et quel était le scandale qui en a suivi? Allez regarder cette vidéo-là. Donc voilà, mes amis, likez, commentez, n'oubliez pas, c'est vous qui faites grandir cette chaîne. Plus vous interagissez avec mes vidéos, plus YouTube va les proposer à d'autres Juventini et on va être toujours plus à discuter de foot, à discuter Juventus et à kiffer ensemble nos victoires et à se lécher les blessures. Ça fait bizarre, hein? Bon, se conforter, on va dire, quand on va prendre des 4-0. Allez les amis, ciao, fino alla fine, forza Juventus!